Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Un rendez-vous quotidien pendant toute une semaine pour tout savoir des tendances automne-hiver 2012-2013 à l'occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris. Tendances et must-have, stylistes à ne pas manquer et coulisses des défilés, c'est ici que ça se passe. À tout seigneur, tout honneur, l'émission du jour est consacrée à un monstre sacré de la mode. Enfant terrible de la mode, Jean-Paul Gaultier a fêté en 2011 ses 35 ans de mode. En 2012, il aura 60 ans. Le trublion est devenu un emblème national qui a réussi la prouesse de rhabiller l'équipe de France avec sa célèbre marinière, née en 1984 avec sa première collection masculine. Conte de fées moderne, l'histoire de Jean-Paul Gaultier est avant tout une histoire de passion. La mode, il est tombé dedans tout petit. Né en banlieue parisienne dans une famille modeste, il apprend très tôt la couture auprès de sa grand-mère qui, en plus de son talent, détient une collection de corsets, symbole de l'ultra-féminité. Un archétype qui va devenir une marque de fabrique et donner lieu à quelques illustrations flamboyantes de sa liberté de style. Madonna et son fameux soutien-gorge conique, le choix de ses égéries, Ariel Dombal, Mylène Farmer ou encore Lady Gaga, le flacon de son premier parfum puis celui du mâle et son torse de marin, car à l'hyper féminin répond invariablement l'hyper masculin. Beaucoup de liberté, une manière bien à lui de donner un bon coup de pied dans les codes et les conventions, mais toujours avec ce sourire désarmant et malicieux de Titi parisien. Avant tout le monde, il anticipe les mutations profondes de la société et les interprète à sa façon d'un air de dire « c'est pas grave ». La belle histoire commence pour l'anniversaire de ses 18 ans, quand Pierre Cardin l'embauche le jour de son anniversaire, après avoir reçu ses croquis. Il intègre ensuite les maisons Jacques Esterel, Jean Patou, puis Pierre Cardin à nouveau, avant d'intégrer Hermès en qualité de directeur artistique du prêt-à-porter féminin. Tout cela sans négliger ni sa marque éponyme, Femme, Homme, Enfant, Parfum, ni ses collaborations artistiques et cinématographiques. Provocateur, Jean-Paul Gaultier? Assurément. Précurseur aussi. Il jette les conventions par-dessus les moulins, mélange les genres, masculin et féminin. Il est le premier contre vents et marées à faire monter sur ses podiums cette diversité qu'il est aujourd'hui de bon ton d'afficher. Il ose tout et trace sa route. Ses collections masculines font sensation. Jupe, homme-objet des premières collections, matinée de virilité affirmée et d'exaltation du corps, forment un mélange troublant et détonnant. Mais la barrière tombe et avec lui le vestiaire masculin sort de son carcan d'uniformité. Faire bouger les lignes en les enfonçant par la provocation, consolider ses nouvelles positions par un beau savoir-faire tailleur et des modèles que l'on adoptera au quotidien, là réside le secret de son succès. J'ai travaillé chez lui une collection de haute couture et je l'ai vu au travail. J'étais ouvrier en atelier, j'étais pas en création. Et j'étais fasciné par sa façon d'inventer des choses et tout. Une créativité mais débordante. Il prenait des habits de clown qu'il avait acheté le plus à New York. Il avait fait des manteaux magnifiques, le manteau du soir. Enfin, quelqu'un qui est un perpétuel mouvement. La rapidité avec laquelle les choses étaient faites, une espèce de joie extrême, d'une excitation, comme s'il préparait une collection, il recevait les gens pour une fête. Il a tout chamboulé, mais il a très bien fait, parce qu'en même temps, il était très radical, et il a pris beaucoup d'éléments du vestiaire féminin. Je pense que la seule chose qu'il n'a pas réussi encore à imposer, c'est la jupe pour les hommes. Moi, je pense qu'il va y arriver. Homme-objet, dandy ou titi parisien, en Marcel ou en smoking, hyper viril et sensuel, chic et canaille, l'homme Gaultier endosse tous les costumes, jusqu'à la caricature, avec toujours ce petit sourire très second degré. La collection automne-hiver présentée à Paris propose une déclinaison cosmopolite du mauvais garçon, en borsalino ou bonnet, tenue de camouflage ou costume prohibition. Il arbore ses tatouages rituels sur la poitrine et les manches de son t-shirt, tatoue sa tenue de camouflage sur la fourrure du col de sa parka, l'éternel masculin en quelque sorte. Petit retour sur les défilés, au programme aujourd'hui, le parisien Louis Vuitton et Gucci. En voyage entre deux capitales, Paris et Tokyo, l'homme Vuitton 2012 innove en portant le costume 3 pièces avec un kimono à la place du gilet. Hommage aux technologies japonaises, ces parkas aux fermoirs empruntés à la bagagerie de maison sont taillés dans une matière réfléchissante, réalisée au pays du soleil levant. Une deuxième collection réussie pour Kim Jones, qui agrémente chaque tenue d'une large broche composée d'une plume traversée d'une flèche d'argent.
Frida Giannini signe pour Gucci une collection romantico-grunge avec des cuirs craquelés, des soieries luxueuses et des velours sombres ornés de motifs floraux, pour une allure chic et nonchalante. Créé en 1993, le salon Tranoï est une plateforme artistique qui regroupe des designers haut de gamme, nouveaux designers internationaux ou talents confirmés. Rendez-vous incontournable de la Fashion Week parisienne pour les acheteurs internationaux, la presse et les journalistes, il est aujourd'hui considéré comme le salon de créateurs le plus influent de l'industrie de la mode. Tranoï Homme, créé en janvier 2005, montre bien la vitalité de la mode masculine et son importance croissante. Cette année, le Tranoï accueille 136 exposants venus de tous les pays. Petit tour du salon avec Michael Adida. En fait, c'est une grande famille tout ça, et donc tout le monde se connaît très bien, c'est un tissu relationnel, aussi bien que professionnel, sélectionné au travers de toutes les Fashion Week du monde, même celles qui ne sont pas vraiment encore officielles, mais qu'on commence à voir bourgeonner, où les talents sont forts et se démarquent de la masse. Donc on parcourt un peu le monde, on fait un peu pas mal de défilés, pas mal d'ateliers, de showrooms, aussi d'autres salons, on regarde ce qui se passe. Et on arrive pendant les dates de la Fashion Week à Paris, qu'elles soient hommes ou femmes, là pour en l'occurrence c'est l'hiver masculin, à présenter 140 marques qui correspondent à notre ADN. Comment, parmi tous les nouveaux talents, sélectionne-t-on les élus qui pourront profiter de cette vitrine très convoitée? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut avoir une solide expérience et un goût très sûr en matière de style. Mais chez les Adidas, c'est dans l'ADN. Ce qui va compter dans la sélection, par rapport aux critères de sélection, ça va être avant tout de rechercher l'authenticité du créateur. Il est important qu'il y ait une histoire qui soit derrière, que son inspiration soit quelque chose qui apporte une valeur ajoutée en fait. Pas seulement à la collection, pas seulement au créateur, une valeur ajoutée à l'analyse qu'on va décrypter de la société, des tendances au travers d'une collection. On évite les sentiers battus et on va trouver des perles rares qui font qu'aujourd'hui, Paris, capitale de la création, on va retrouver le plus important, le plus pointu d'un marché assez disséminé. Et c'est là que le salon, que Tranoï arrive à avoir tout son apport en regroupant ces gens-là et en permettant aux acheteurs de ne pas faire ce travail que nous faisons, de parcourir le monde pour trouver ces créateurs-là et de les retrouver sur un plateau pendant ces quelques jours. Armand Adida, fondateur de L'Éclaireur, est réputé pour sa capacité à dénicher et à pousser les nouveaux talents. Il en a fait une marque de fabrique et être distribué chez L'Éclaireur est une vraie reconnaissance. Comment le Tranoï complète-t-il le parcours très complet de la semaine de la mode parisienne, de défilés en présentation, de salons en showroom? Que vient-on chercher de différent sur le Tranoï? C'est un carrefour obligatoire où les échanges vont se faire, se multiplier. Et les découvertes aussi, aussi bien pour les exposants qui sont des stylistes ou créateurs, que les acheteurs et même les agents. Donc voyez-vous, on profite de ce moment pour créer ces connexions qui sont le moment le plus important. Après cet aboutissement de travail, au bout de 6 mois de travail pour la conception d'une collection, autour d'une idée, et ben c'est le moment de faire aboutir tout ça et de le faire valoir auprès des acheteurs qui, eux, à leur tour, vont devoir le présenter à leur public, à leur client. L'acheteur qui est pas toujours expert ou toujours dans le doute, si j'ose dire, a besoin d'être rassuré, a besoin d'être guidé. Et ben, au travers du Tranoï, on arrive à donner une offre qui reste raisonnable, qui reste tout à fait cernable. Et pour ça, je pense que l'acheteur se retrouve. Et c'est tout l'intérêt de la démarche du Tranoï qui garde cette dimension humaine et qui veut dire encore une fois entre nous. C'est un échange entre nous. Et c'est là le devoir du détaillant, c'est de savoir exactement quel chemin il va emprunter, comment va-t-il
créer son identité et comment va-t-il se démarquer de tout le voisinage, quel va être son ADN, quels vont être les efforts et les sacrifices qu'il aura amenés pour donner justement ou créer cette étiquette qui sera la sienne. C'était l'épanouissement qu'on peut rêver à tous les commerces aujourd'hui et qui manque totalement sur la place, sur le marché. Eh ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là que les détaillants doivent comprendre qu'on ne peut vivre ou survivre qu'à travers la différence.